En France, c'est près d'un animal abandonné toutes les 2 minutes en 2023, soit près de 300 000 animaux, dont 60 000 en été. Mais qu'est-ce que l'abandon? Légalement, il s'agit d'un acte de maltraitance puni par la loi. Abandonner un animal, c'est le laisser sans soin, sans protection, parfois même dans des conditions extrêmes. Refuges saturés, associations débordées, campagnes de sensibilisation insuffisantes. Les acteurs de la protection animale sont à bout de souffle. Près de 80% des animaux abandonnés ne seront jamais adoptés. Gandhi disait « On reconnaît la grandeur d'une nation à la façon dont elle traite ses animaux ». Aujourd'hui, cette grandeur est mise à l'épreuve. Environ 30% des abandons en 2023 étaient dus à des problèmes financiers liés à l'inflation, tels que le coût de la nourriture et des soins vétérinaires. 25% des abandons résultaient d'un manque de préparation ou de réflexion avant l'adoption, et 15% étaient liés à des déménagements ou des problèmes familiaux. L'abandon a des conséquences dramatiques sur la santé des animaux. Malnutrition, traumatisme physique, anxiété, sans parler de ceux qui ne survivent pas. En France, l'abandon d'un animal est puni de 3 ans de prison et de 45 000 € d'amende. L'abandon est une tragédie silencieuse, mais des solutions existent. Dans la suite de ce documentaire, nous explorerons les initiatives mises en place pour lutter contre ce fléau. Bonjour, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu le principe du café des chats, s'il vous plaît? Alors, le principe de ce café des chats là, c'est que c'est vraiment leur maison. Ici que vivent nos petits chats, il y a le premier étage, enfin le rez-de-chaussée, qui est consacré au restaurant. Et en fait, il y a un sous-sol qui est divisé en deux parties. Une partie cuisine, une partie pour les chats, où du coup il y a plusieurs pièces aménagées pour eux, parce que c'est vraiment leur maison. Ils ne sont pas du tout à l'adoption, donc tout est aménagé pour qu'ils puissent vivre ici au quotidien. Génial. Donc quels sont les critères pour l'adoption, par exemple, d'un des chats du café? Alors, critères, il n'y a pas de... Le critère déjà numéro 1, c'est qu'il faut qu'ils soient sociables, surtout envers les autres chats, parce qu'ils sont nombreux à vivre ici. Après, ça va dépendre du coup des chats qu'on a déjà ici, parce qu'il faut que ça colle au caractère des autres. Donc comment vous faites par rapport à ça Là, exemple, on va avoir 3 nouveaux petits chats. Comment on les a choisis? Parce qu'on a un chat qui est très joueur, qui joue un peu tout seul, donc il fallait qu'il ait des copains pour jouer. C'est encore une fratrie, du coup on a beaucoup de fratries, vu que c'est pas facile à placer. Dans la fratrie, il y a une des sœurs qui est très timide, qui bouge pas beaucoup, mais qui est très câline, comme un chat qu'on a ici aussi. Donc on se dit peut-être elle va pouvoir se faire une amie de chat calme posée où ils vont passer leur journée en bas. C'est vraiment réfléchir. Ils trouvent chacun leur place. Exactement, et qu'ils aient chacun leur meilleur pote. Ouais. Vous avez combien de chats, excusez-moi? Là, il y en a 10. Ok. Et comment le café des chats collaborer avec les refuges, associations? Alors en fait, on travaille avec un refuge en particulier et je sais pas comment ils l'ont démarché, mais ça fait 10 ans depuis que le café existe. Avec lui, Ouais, c'est vraiment qu'avec lui justement pour avoir un vrai suivi. Et vu qu'il nous connaît très bien, ça évite les adoptions où au final le chat va pas rester ici. En fait, nous quand on adopte le chat, dans tous les cas il va adopter. Et si jamais il se sent pas à l'aise dans le café, on doit lui trouver la place dans nos familles très proches ou des amis très très proches qu'on connaît depuis tout jeune. Donc forcément on évite d'adopter des chats pour qu'on sente qu'il soit pas à l'aise là et que 2 mois après il doit partir. C'est pas le... Donc pourquoi par exemple vous ne proposez pas les chats à l'adoption? C'est un choix Je pense que c'est un choix pour la propriétaire, un choix éthique parce qu'on ne connaît pas les clients et que si c'est pour être adopté et 3 ans après retourner en refuge. Là vous savez qu'ils sont bien traités. Ouais, c'est surtout ça. C'est vraiment n'importe quel chat, enfin, même après quand ils partent, parce que c'est quand même beaucoup de monde, c'est quand même un petit travail pour eux. Donc en plaisantant, nous, quand on dit c'est le moment de la retraite, en vrai c'est juste quand on voit qu'ils font plus de câlins aux clients, qu'ils en ont rien à faire des clients. Vous faites quoi quand ils sont en retraite? C'est nous qui les adoptons. La même chose qu'un chat qui serait pas à l'aise ici. Moi non, je suis étudiante, je vis dans 15 mètres carrés, je ne ferai jamais ça à un chat.
Mais exemple, là dans les derniers chats que j'aimais trop et où je vais récupérer sa sœur, mais sa sœur est très à l'aise ici, donc elle a encore quelques années, c'est la meilleure amie de ma sœur qui a récupéré le chat, et c'est ma sœur qui garde le chat quand son ami part en vacances. Okay. Donc comme ça, les deux sœurs plus tard pourront être ensemble. Tout est calculé aux petits détails comme ça. Est-ce que vous collaborez avec des vétérinaires? Est-ce que vous avez une équipe Alors, pour les animaux? On a une serveuse référente. Elle a un poste de serveuse responsable qui, elle, a des formations avec les vétérinaires, tout ça et tout, qui est vraiment la personne qui a le poste de surveiller les chats. Après, nous tous, on s'y connaît et on a notre vétérinaire référent qui est juste en bas de la ruche. Moi, j'ai une question aussi. Une fois que le café ferme, qu'est-ce qui se passe pour les chats? Ils restent tout seuls? Alors, nous, on part entre 23h et minuit. La manager, elle arrive à 9h le matin. Et c'est leur maison, donc ils sont tous les 10 et ils sont très contents d'avoir personne dans leur patte. Ça se passe très très bien, on a quand même toutes les caméras de surveillance. Maintenant on se pose même plus la question parce qu'on sait que ça va. Et à l'époque ils voyaient bien sûr les caméras que ça jouait, ils sont très contents quand il n'y a plus personne, vraiment comme des enfants sans leurs parents. Qu'est-ce que vous auriez comme conseil pour les personnes qui viennent dans votre café et qui veulent lutter contre l'abandon des animaux? Peut-être être très cru, mais juste un animal c'est un être vivant avec un cerveau, et quand on a un cerveau on a des émotions et on ne fait pas aux autres ce qu'on ne voudrait pas qu'on nous fasse. Pardon, oui. Je peux pas dire. Non, mais oui. C'est vraiment juste non, c'est un être doué de sensibilité et tu vas pas abandonner ta petite sœur au bord de l'autoroute parce que sinon elle va pleurer. Là c'est la même chose, juste on voit pas les larmes parce qu'ils communiquent pas comme nous, mais c'est le même sentiment. L'association relativement jeune, elle a été créée elle a eu les statuts au mois d'avril-mai 2016 par des gens d'Air France à Roissy. D'accord. Donc ils étaient, je crois, à 5 au départ. Et puis ça a commencé parce qu'ils ont trouvé un chat sur l'aéroport mal en point. Ils se sont cotisés pour le soigner. Ils se sont dit, s'il y en a un, il y en a d'autres. À 5, on se cotise, c'est sympa, mais il y a peut-être plein de gens qui aimeraient nous aider. Donc voilà, ça c'est l'idée de l'association. Je suis bénévole, je suis trappeuse. Trappeuse, c'est beaucoup de patience parce qu'en fait, ça s'anticipe, ça veut dire qu'on ne leur donne pas à manger pendant quelques jours avant. On met la nourriture au fond de la trappe, on la positionne à un endroit qui nous paraît intelligent, selon nos connaissances du lieu et des chats, et on attend. Alors ça peut durer 10 minutes, là c'est waouh, génial, ça peut durer des jours. Un chat qui ne veut pas rentrer dans une trappe, qui va attendre de vraiment avoir très 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 faim pour aller manger là, ça peut durer des jours. Je suis famille d'accueil et je suis nourrisseuse parce qu'il y a des chats, tous les chats qu'on attrape ne sont pas mis en famille d'accueil. Il y en a qui sont en bonne santé, qui sont adultes, qui sont très très sauvages. Et donc ceux-là, une fois qu'ils sont stérilisés, identifiés, on les relâche. Sur le point où on les a pris, on ne les relâche pas ailleurs, il faut qu'ils rentrent chez eux. Donc on a des points nourrissage. En fait, on a des cabanes dodo, des cabanes resto. Et on s'en occupe. Donc on les nourrit entre 2 et 5 fois par semaine selon les endroits, tout ça. Donc ça, il y en a dans l'aéroport, il y en a en dehors de l'aéroport. Vous disiez que tous les dimanches, vous allez tous les dimanches, je vais nourrir nos chats. Maintenant, on n'y va que 2 fois par semaine. Au début, on y allait tous les jours. Mais il y a beaucoup moins de chats. Par exemple, il y a un endroit qu'on appelle le sapin. Il y avait 10-12 chats, il n'en reste que 3 maintenant. Parce qu'on stérilise, donc il n'y a plus de chatons. Un chat dehors vit beaucoup moins longtemps. Et 2 fois par semaine, on va faire le réassort des croquettes et de l'eau et on leur met de la pâtée. Plein de pâtée. Et l'hiver, moi j'arrive avec mon thermos de bouillon cube et je leur en mets dans chaque gamelle. Ils kiffent. Déjà ça réchauffe la pâtée et ça les fait boire. Vous y allez tous les dimanches? Est-ce que c'est les mêmes chats qui reviennent? Ils savent vers l'heure à laquelle vous arrivez? On pourrait croire qu'ils n'ont pas de calendrier, pas d'horloge dans la tête, c'est complètement faux. Alors ils n'ont pas notre calendrier, mais ils savent que je viens le 2e jour où il n'y a pas de bruit. Et donc, ils savent que c'est pas le lendemain du silence que je viens, c'est encore l'après. Ils savent qu'on vient le mercredi ou le jeudi. Ils le savent, ils ont à peu près les horaires. Moi, j'y suis entre 14h et 17h. Mais oui, ils savent, c'est toujours les mêmes chats que je vois, et si je les vois pas, je m'inquiète. Ça fait aussi partie. La tournée nourrissage, en fait, comme on dit, c'est aussi, ok, on leur donne la pâtée, super, mais il faut aussi les voir.
s'assurer que tout le monde va bien. Donc on prend soin d'eux, oui, c'est pas le tout de les stériliser, de les identifier, de les nourrir, il faut aussi être sûr qu'ils vont bien. Et comment s'organise le réseau et le transport de chats des aéroports aux maisons En fait, c'est beaucoup les bénévoles. Et donc un chat signalé à Roissy ou à Orly, si par exemple c'est moi, dans ce cas-là, je rappelle la personne, je lui envoie un mail, en général il laisse leur téléphone, on s'arrange, on se rencontre, ok, le chat il est là, d'accord. Et puis je lui dis, vous m'appelez à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit quand vous avez le chat. Et donc dans ce cas-là, j'y vais, je me suis engagée, je vais chercher le chat. Dès que la personne m'a appelé, je prends un rendez-vous chez un vétérinaire partenaire. On a des vétérinaires partenaires qui nous font un prix associatif, donc c'est moins 50% en général, et c'est bien parce qu'on a beaucoup de chats quand même à traiter. Après, il y a des convoyages. Donc il faut amener ensuite ce chat, soit on le relâche. Dans ce cas-là, l'histoire, elle dure maximum 10 jours. Soit il va en famille d'accueil parce que c'est un jeune ou parce qu'il est malade, il a besoin d'un peu plus de soins, ou il a besoin de rester au chaud un peu plus longtemps, ou il a besoin de médicaments, voilà. Okay. Mais c'est nous et c'est la même équipe, c'est toujours les mêmes devoirs. Donc le bénévolat, ça prend pas mal de place quand même dans votre vie? Oui, dans la mienne, oui. Après, il y a des gens, ce sera une fois de temps en temps. Donc, voilà, moi j'ai décidé d'y consacrer mes dimanches. Et puis, des jours comme aujourd'hui, le bénévolat, c'est vraiment quand on veut, quand on peut. Ça peut être n'importe qui, ça commence à quelqu'un qui n'ignore pas un animal qui va mal. Ça commence par quelqu'un qui ne s'en fout pas et qui cherche qui contacter. Donc ça peut être nous directement, ça peut être quelqu'un qui connaît quelqu'un, ou ça peut être quelqu'un qui connaît un vétérinaire. Voilà, ça commence par quelqu'un qui ne s'en fout pas. Du coup, est-ce que vous avez des types de profils que vous recherchez dans les familles d'accueil? Les familles d'accueil, il faut des gens qui ont un peu de temps à consacrer parce que nous, on trappe des chats, ils sont tous sauvages. C'est pas le chat qu'on va prendre dans les bras. C'est des chats qui ont très très peur, même s'ils nous connaissent. Ils connaissent l'humain. Ils savent que l'humain donne à manger et ça s'arrête là. Moi, les chats que je connais depuis 5 ans, je peux approcher ma main. Il y en a qui viennent me sentir, pas mal. Et puis il y en a, quand j'approche ma main, ils reculent de 2 pas. Donc les profils qu'on recherche, ce sont des gens qui n'ont pas peur d'un chat sauvage. Il va pas vouloir être méchant pour être méchant. Il va juste vouloir se défendre parce qu'il sait pas ce que vous lui voulez. Il faut avoir du temps. Un chaton, il a besoin de jouer, il a besoin d'interactivité. C'est comme un enfant. Il faut lui apprendre, faut le lien avec les autres, les relations, tout ça. Alors s'ils sont plusieurs, c'est bien, mais il faut quand même intervenir pour l'habituer à l'humain. Voilà, c'est de la patience, du temps, c'est de l'amour. Avec l'amour, tout est possible. Un animal, n'importe lequel, sera domestiqué avec l'amour et la patience. Il faut un minimum de temps. Voilà. Et généralement, les chats, ils restent combien de temps en famille d'accueil? On ne sait pas. On sait quand ils arrivent, on ne sait jamais quand. Ils repartent quand ils sont adoptés. Ah oui. Donc ça peut durer 3 semaines, ça peut durer 6 mois. C'est très varié. Mais les chatons partent. En général, ils sont adoptés vite. Il y en a même qui en prennent 2. Enfin, il y en a qui adoptent une fratrie. On en a 2 de la même fratrie. Voilà. Donc les chatons, en général, ne restent pas très longtemps. Enfin, on attend qu'ils soient grands, qu'ils soient éduqués. Même sans leur maman, on peut les éduquer. Donc c'est pas avant 3 mois. Mais un adulte, ça peut prendre plus de temps. Après, c'est un coup de cœur. On vient voir le chat chez la famille d'accueil. Il y a un truc qui se passe ou pas. Moi, j'en ai fait adopter plein des adultes. C'est une histoire de feeling, c'est comme une rencontre amicale ou amoureuse. C'est comment le chat regarde les gens, est-ce qu'il va vers eux, est-ce que voilà. Donc, vous avez dit qu'il y avait des mairies qui vous donnaient de l'argent. En fait, c'est des conventions, ça s'appelle comme ça, c'est des conventions que les mairies signent avec les associations qui se présentent à elles de leur choix selon les besoins. Donc c'est souvent des chats errants dans les villages, dans les petites villes. Et donc la mairie accepte, donc soit elle donne par chat, genre 40 € quand vous avez un chat, vous nous dites 40 €, ou alors elle donne, 1 500 € pour l'année, et on se débrouille avec ça. Ouais. Mais de toute façon, toute aide est bienvenue. C'est pour ça que l'adhésion, elle est à 25 € par exemple pour l'année. Ouais. Vous pouvez être adhérente, c'est pas renouvelé systématiquement par exemple. Il y a un groupe qui s'appelle Teaming qu'on peut donner à partir de 1 € tous les mois. En fait, toutes les adhésions, les dons, tout se fait par Hello Asso. C'est très pratique. Ça donne le reçu fiscal. Il ne faut pas oublier que tous les dons sont déductibles. Il y a des gens qui font des dons ponctuels, mais en tout cas, on a toujours besoin d'argent. Il faut savoir qu'une association, il y en a qui ont des refuges, mais il faut de l'argent pour nourrir dans un refuge.
Là, nos familles d'accueil, on leur fournit pas la nourriture, c'est elles qui la payent. Mais on prend en charge toutes les factures veto. Ok. On est une petite asso, hein, pourtant on en a pour 100 000 euros de veto par an. Et on a besoin d'adhérents. En fait, le nombre d'adhérents d'une association est important parce que c'est de là aussi qu'il peut être calculé quelques aides. Par exemple, nous, on est aidés par ADP. ADP, donc, ce sont les propriétaires de l'aéroport. Ce sont eux aussi qui nous ont appelés au début, on nous a dit, parce que les gens des bureaux les appelaient en disant il y a plein de chats devant ma fenêtre. Voilà. Donc, ADP nous appelait pour qu'on s'en occupe. Donc ADP nous aide, c'est-à-dire on rend en service, on fait notre boulot et ADP nous aide par une subvention annuelle et puis nous prête ce fameux local. Voilà, donc c'est un travail d'équipe, mais il y a toujours besoin d'argent pour soigner tous les chats. Comment vous repérez qu'un chat, il sera potentiellement pour une famille d'accueil, par exemple? Ah, alors, c'est pas tel chat pour telle famille d'accueil, c'est tel chat pour une famille d'accueil, en général. En fait, ça dépend de son comportement avec nous dès lors qu'il est dans la trappe. Déjà, dans la trappe, il y a ceux qui tournent en rond, qui se donnent des coups, qui sont en panique. C'est pas parce qu'ils sont en panique qu'ils n'ont pas de potentiel sociable. Il faut voir après, une fois qu'ils se calment. Il y a ceux qui nous voient arriver avec les pupilles dilatées. Il y a ceux, si on approche la main, qui vont s'en aller. Donc ceux-là, pas agressifs, déjà. Il y a ceux qui s'en vont, qui vont s'en aller, qui vont essayer de se cacher n'importe où, et puis ceux qui reculent, alors qu'ils ne nous connaissent pas. Je parle de chats qui ne nous connaissent pas. Il y a la curiosité. Si j'approche ma main, tiens, est-ce qu'il s'approche sans aller jusqu'à la sentir? Le contact, c'est effrayant. Il y a ceux qui jouent avec nous tout de suite. Donc, ouais, carrément, lui, j'en ai un. Je l'ai gardé en cage de convalescence pendant une semaine. Il jouait. Il voulait juste jouer, lui. Il est toujours très joueur. Voilà, les chatons, ils ont tous un potentiel si on met le temps, l'amour et tout ça. Voilà. Et un adulte, on a des surprises. Après, il y a des chats qu'on ne veut pas relâcher, même si on sent que ça peut être dur, parce que il y en a un, on a dû les nucléer il n'y a pas longtemps, donc on lui a enlevé un œil. D'accord. Il était crevé l'œil, il était pas bien, risque d'infection si on le remet dehors. Donc on l'a enlevé. Et j'ai dit, mais un chat avec un œil dehors, c'est pas cool, quoi. Déjà, ils ont quand même besoin de toutes leurs capacités. Bon, là, il fait moins froid, mais il a fait froid cet hiver. Et à Roissy, il fait 3 degrés de moins. Donc, ils ont besoin de toutes leurs capacités. Ils ont besoin de pouvoir voir tout partout. Un chat avec un œil, ça fait un sacré handicap, quoi, dehors. Donc moi, je voulais pas du tout le relâcher. Il était question de le relâcher. Je dis non, ok. Et heureusement, une collègue a trouvé une famille d'accueil. Et c'est un amour, ce chat, maintenant. Il y en a un autre, là. Pareil, lui, il était handicapé. Il avait une patte qui avait été cassée à 2 endroits. On voyait qu'il boitait. Et radio, il avait eu 2 fractures à 2 endroits différents de la même patte qui s'étaient mal remises. Donc, c'était foutu. Il aurait toujours une patte raide. Pareil, j'ai dit, mais on va pas le relâcher, ce chat, il a une patte raide, ça veut dire qu'il peut pas bien monter aux arbres s'il a besoin, il peut pas bien se faufiler quelque part s'il a besoin, le chat, pas cool, quoi. Et donc, j'ai dit, moi je m'en fous, je le garde, je le remets pas dehors, c'est pas possible. C'est pas possible, donc je l'ai gardé chez moi. En fait, il faut leur laisser le temps, tous les adultes à la maison, je leur ai laissé le temps. Il y en a qui sont venus, puis il y en a qui sont pas venus, mais c'est pas grave. Ils dorment sur mon lit, Je peux pas les toucher, mais ils dorment sur mon lit, tout ça, voilà. Mais je peux pas les toucher, mais je sais que maintenant ils ont plus peur de moi. Ils sont là. C'est de l'amour. I've been dreaming, I've been driving, trying to stay between the lines of who I am and who I used to be. I've been living, I've been losing, walking miles in different shoes. Donc Léo, fondatrice et présidente de l'association, donc je l'ai créée en 2015. Ça partait d'un projet, un rêve d'enfant d'avoir une ferme avec des animaux sauvés. Et donc ici on a une partie sanctuaire et une partie refuge. Donc la partie sanctuaire avec des animaux qui resteront là jusqu'à la fin de leur vie et la partie refuge où les animaux trouveront ensuite leur famille
C'est Julie, donc je suis co-gérante de l'association depuis 1 an. J'ai rejoint donc Léo qui avait déjà monté donc l'association et j'ai pris part. À la base pour aider en bénévolat et finalement on s'est bien installé. Et du coup moi j'ai des bases d'assistante veto donc voilà de pouvoir aider au mieux. Et donc vous disiez qu'il y avait un fonctionnement avec des vétérinaires pour l'association, c'est ça? Tout à fait, ouais, du coup, tu veux que je reprenne? Du coup, on a un cabinet vétérinaire qui est plus spécialisé pour les chiens et les chats, donc là, on va emmener l'animal sur place. Et quand c'est les animaux de ferme, donc là, on est plus avec une clinique qui fait aussi de la rurale, une autre clinique. Et là, on va nous emmener, en fait, en fonction, c'est l'animal le vétérinaire qui se déplace, pardon. C'est le vétérinaire qui va venir voir le cheval ou la chèvre sur le lieu, ouais, tout à fait. On va organiser ça différemment, du coup, avec chien-chat en fonction, ouais. C'est vrai que nous, on est plus sur une médecine qui va être allopathique dans le sens où on prend vraiment le global en fait et pas juste le symptôme. Et du coup, on est on a des très bons résultats avec de la naturopathie. Donc, on travaille avec une naturopathe et qui suit quasiment tous les animaux. Et du coup, on a mis en place dans les rations en fait dans l'aliment et on leur donne tous les jours en fait en fonction des pathologies ou autres. Et on a des très très bons retours, ouais. Et on est aussi avec énergéticienne, on fait ostéo, shiatsu. Enfin, toutes les médecines douces en fait, en fonction des pathologies, des médecines plus ou moins adaptées, mais ça va être de la médecine douce qu'on utilise principalement. Les Titi Vous n'avez aucun respect du journalisme. Et donc c'est adapté à chaque animal, c'est ça? Tout à fait, en fonction de la pathologie, de l'animal, du poids, de tout en fait. Et avec la naturo, on va réajuster en fonction. On se met en contact régulièrement et du coup on revoit en fonction le traitement. Ça prend combien de temps après à établir quelque chose comme ça? Elle, avec elle, le diag il est assez rapide. Enfin, en fait, on lui envoie tous les antécédents vétérinaires. Ouais, et après elle nous envoie le protocole. Et du coup, on le met en place en fonction de quand on peut trouver les produits. Donc en général, avec Internet, c'est assez efficace. On a des super sites en plus qui sont très bien faits, enfin pour les chevaux et tout là. Et du coup, en quelques jours, on va mettre en place et en quelques semaines à peine, on a des résultats quoi. L'autre jour, je l'ai prise comme ça quand il y avait le podologue et elle s'est endormie dans le Et puis eux, ils se laissent pas en fonction, on peut pas trop les manipuler comme on voudrait. Donc on les laisse tranquilles. Bah ouais, Lénie, fais reste pas. Et les chèvres, c'est un peu le problème, c'est qu'elles ont un espace vital qui est immense et du coup, juste les 3 chèvres là, elles prennent tout l'abri des moutons. Les moutons peuvent plus rentrer dans leur abri, qui est quand même assez grand quoi. Parce que les moutons, ils avaient plus forcément leur espace sécure. Et donc une fois qu'on leur offre tout ça, et bah au final, on a quand même vachement, même pas de soucis de cohabitation. Donc vous parlez d'adoption, quel est le processus d'adoption dans ce refuge? Alors pour adopter, du coup donc tous les animaux sont visibles sur nos réseaux sociaux et notre site internet où il y a vraiment la description détaillée de l'animal avec ses antécédents, son caractère, ses ententes, etc. Et la première étape, c'est de remplir un questionnaire d'adoption qui est sur notre site internet avec des questions pour que nous on puisse mieux découvrir le foyer du potentiel adoptant et savoir déjà avant toute rencontre si ça pourrait être compatible ou pas. Ensuite, une fois que ce questionnaire d'adoption est validé entre guillemets, où on voit que ça peut correspondre à l'animal, on organise une visite et donc là il y a une première rencontre avec l'animal, on voit comment ça se passe. Pour les chiens, les chats, les chevaux, les lapins, il y a un certificat de connaissance à signer et il faut attendre 7 jours avant de pouvoir adopter réellement l'animal. Et donc, une fois que ce délai est passé, on peut, et si tout se passe bien du côté de l'animal, du nôtre, du côté du potentiel adoptant, si tout se passe bien, là, on organise un rendez-vous d'adoption où il y a signature du contrat, règlement des frais d'adoption et du coup, où l'animal part dans sa nouvelle famille. Voilà. Et parce que c'est ça, ils sont pucés, stérilisés? Oui, ils sont mis à jour, il y a une mise à jour sanitaire, donc stérilisés quand ça peut l'être. Identifier, vacciner aussi quand ça peut l'être et puis traiter contre les puces, vermifugés. Et pour les chevaux, ils sont parés, ils ont vu le dentiste, l'ostéopathe, ils sont à jour de tout et équilibrés quoi. Ah oui, c'est dingue. Et depuis le début, vous avez vu combien d'animaux adoptés comme ça? Ça a commencé? T'as pas dit ça depuis le début de l'année? Ouais, non, les chiffres exacts, je sais pas, mais je pense que on a dû faire adopter un peu plus de 200...
230 animaux, quelque chose comme ça. Génial. Et après, ici, on prend surtout beaucoup des animaux avec des grosses pathologies. Et donc, régulièrement aussi, on est confronté à la mort parce que parfois, on ne peut pas les sauver tous ou qu'il faut les soulager. Et donc, je pense qu'on est à peu près à, je dirais, 400 animaux pris en charge, quelque chose comme ça. Et puis, peut-être un peu moins, du coup, vu qu'on en a 50 au refuge. Mais de toute façon, il faut savoir qu'on prend à peu près que, je dirais, 1 ou 2% des animaux qu'on nous demande de prendre en charge. On a des appels tous les jours, plusieurs souvent, pour des prises en charge. Et nous, on en prend très très peu par rapport à ce nombre-là, quoi. Et à partir de ce moment-là, vous faites comment pour choisir entre quel animal a besoin de plus d'aide Déjà, chien, chat, on en prend. C'est très rare. Chien Parce que j'allais dire pas, mais on en prend pas. C'est vraiment très exceptionnel quand on prend des chiens et des chats. Et après, alors là, j'avoue qu'il n'y a pas de. Si on a une place qui se libère et voilà, on peut. Mais après, ici, on est sur un modèle un peu atypique où tous les animaux vivent ensemble quand même. Il y a des pathologies qu'on ne peut pas prendre en charge parce que ici, sur notre site, on n'a pas logistiquement la possibilité de prendre. Ça va être aussi, au contraire, sur, par exemple, des grands chevaux qui vont avoir besoin de manger beaucoup d'herbe. Nous, ici, tous les chevaux qu'on a, c'est des poneys surtout qui ont des pathologies où il faut limiter l'accès à l'herbe. C'est le foin à volonté, mais il faut limiter l'accès à l'herbe. Et du coup, logistiquement, on ne peut pas prendre de grands chevaux comme ça. Donc voilà, c'est des petites choses comme ça. Et il y a aussi un côté très humain où il y a un animal qui va nous toucher beaucoup plus, où il y a un animal qui va être dans une détresse absolue. Et du coup, on va le sauver parce que voilà, ça nous a touché particulièrement ou qu'il faut absolument le sortir de là. Mais il y a quelque chose de très humain aussi par rapport à des situations qui nous touchent plus, des animaux qui nous touchent plus. C'est vraiment très... Ouais, puis malheureusement, on est obligé. Enfin, le nombre d'appels qu'on a, si on disait oui à tout le monde, ce serait pas du tout sain ni pour les animaux ni pour nous, quoi. On pourrait pas accueillir autant et du coup, malheureusement, c'est toujours compliqué de pas prendre l'animal en charge, quel qu'il soit et quelle que soit la situation. Mais oui, après, déjà, c'est vrai que le fait de ne pas prendre de chien-chat, en règle générale, ça limite beaucoup parce que la majorité des appels, c'est là-dessus. Et après, tout ce qui va être poney, enfin, tout ce qui est équidé ou animaux de ferme, oui, on va peut-être plus s'y pencher en fonction, quoi. Ouais, puis on va passer aussi par la sensibilisation. Si quelqu'un nous appelle pour placer son animal, on va toujours essayer de trouver et d'amener des solutions, de sensibiliser pour éviter l'abandon. Pas toujours facile, mais en tout cas, c'est quand même notre premier but, c'est d'expliquer aux gens que voilà, l'abandon, c'est pas anodin, que nous, on n'a pas de subvention, que tout est bénévole, que les associations, elles font ça uniquement bénévolement et que on est tous débordés et blindés et que... Oui, puis c'est vraiment flagrant quand les gens ils nous appellent en nous disant je déménage ou je me sépare, donc je me disais j'ai plus le temps de m'en occuper donc je vous le laisse. Donc c'est vraiment, ils se déculpabilisent comme ça. Et quand on leur explique que l'abandon que c'est un abandon et que ça va être traumatisant pour l'animal, souvent ils se referment et ils s'énervent parce que pour eux c'est pas un abandon, ils veulent pas c'est plus facile de le voir comme quoi non je vous le laisse, vous allez bien en prendre soin. Non, ça marche pas comme ça. Non, c'est ça. C'est pas si simple. Mais oui, d'essayer de faire pas mal de sensibilisation en fonction, et ça demande quand même beaucoup de recul et d'énergie en fonction des cas. Alors ouais, les abandons, c'est énormément des particuliers. Et d'ailleurs, pour les animaux errants, normalement, on n'est pas censé pouvoir récupérer des animaux errants, nous, en tant que refuge. C'est que si on a une partie fourrière, où on est autorisé à récupérer les animaux errants, normalement, ils sont censés passer par une fourrière. Après, il y a la vérification si l'animal est identifié, un délai de 8 jours pour réclamer son animal ou trouver les propriétaires. Et ensuite, après, il part dans le chemin, soit des refuges, soit de l'euthanasie, parce que les fourrières sont blindées. Okay. Du coup, des animaux trouvés errants, on en a récupéré quelques-uns, mais c'est vraiment pas la grosse majorité. La très très grosse majorité, c'est les gens qui nous appellent. On a un top 3 des causes d'abandon, c'est la séparation. Séparation et donc manque de temps, voilà. Ce que j'allais dire, je l'ai pris pour l'enfant, mais l'enfant s'en occupe pas, alors voilà. Oui, ouais, mais ça c'est pas ce qu'on a le plus. Il y a vraiment la séparation et le déménagement, c'est ce qu'on a tous les jours, quoi. Tous les jours on a de ça, et après il y a quand même le décès, donc une personne qui décède, et ça, effectivement, de temps en temps, la famille peut pas. Alors il y a des familles plus ou moins respectueuses, il y a ceux qui laissent
dehors l'animal et ceux qui essayent de trouver des solutions. Mais les décès, ça fait partie aussi des raisons. Mais c'est vrai que le manque de temps, séparation et déménagement, c'est vraiment notre top. Vous recherchez des bénévoles et quels sont les critères? En fait, en règle générale, c'est compliqué d'accueillir du monde ici avec tous les chiens et le lieu est pas si grand et les animaux, c'est vrai qu'on évite les enfin, on fait pas d'interaction forcée en fait, donc ça va être, oui, si vraiment pour des gros travaux ou autres, mais en fait, on s'organise avec des amis ou entre nous. Donc c'est vrai qu'on n'accueille pas trop de bénévoles, c'est vrai. non, j'ai cherché, mais non. Non, il y a aussi le fait que, mine de rien, on a énormément de gens qui nous demandent pour faire du bénévolat, mais c'est souvent l'idée un peu utopiste de je vais balader les chiens, je vais caresser les poneys, etc. Le gros du quotidien ici, c'est de porter des brouettes de crottin, c'est de marcher dans la boue, c'est de nettoyer, c'est de ranger, c'est d'entretenir les espaces des animaux, etc. Et du coup, il y a aussi ce truc-là un peu je veux faire du bénévolat pour être avec les animaux, mais ça nous aide pas vraiment. Ça nous prend plus et surtout, ça nous prend énormément de temps de former les gens, parce que, encore une fois, c'est quelque chose d'atypique. Chaque structure a ses façons de faire. Et du coup, ça nous prend énormément de temps de former des gens qui peut-être le feront pas, qui peut-être auront jamais de disponibilité ou pas quand nous on en aura besoin. Et donc effectivement, comme on gère ce quotidien toutes les deux et qu'on a un entourage qui est aussi disponible quand on a besoin de plus de bras, on s'en sort quand même pas mal comme ça, quoi. Oui, c'est vrai que c'est exactement ça la phase de perdre plus de temps malheureusement que ce soit bénéfique. Et puis niveau tout, assurance, etc., on peut pas laisser des gens et le côté humain, avec, quoi. Le côté humain, c'est vrai que c'est toujours hyper compliqué parce que c'est notre vie, quoi. Oui, c'est tout le privé mélangé, quoi. Du coup, on peut pas avoir... On a plein de gens qui viennent comme ça, c'est hyper compliqué, quoi. Donc comment est-ce que justement on peut vous aider si c'est pas par être bénévole Comment est-ce que nous, d'un point de vue un peu extérieur, on peut vous aider? Après, ça va être plus le bouche à oreille et le financier, j'allais dire. Mais... Ouais, c'est ça. Déjà, de la visibilité, c'est quelque chose qui nous aide énormément. Parce qu'on en manque toujours et qu'on cherche toujours à agrandir notre réseau, déjà pour sensibiliser et puis ensuite pour montrer ce que c'est la vraie vie d'un refuge certes un peu atypique, mais en gros de la protection animale, de ce qu'est la réalité du terrain et des choses. Et puis parce que effectivement, par contre, les dons financiers, ça reste l'aide la plus utile entre guillemets. Après, il y a plusieurs façons de le faire. Nous, on propose des parrainages, donc c'est-à-dire qu'il y a un don mensuel et puis du montant du choix du donateur. Et puis tous les mois, on envoie des nouvelles du protégé. Et donc ça, c'est une façon de donner qui est... du coup, il y a un retour et un réel suivi. Les donateurs peuvent venir à la ferme pour rencontrer leurs protégés. Et sinon, effectivement, les dons financiers, c'est quand même ce qui nous aide le plus parce que malgré tout, acheter l'aliment, acheter les copeaux, tout, quoi. La paille, absolument tout, quoi. Même les médicaments, la naturopathie, absolument tout. Malheureusement, ça se paye, quoi. On n'est pas encore sur du troc. Ouais. Je vais pas paraître indiscrète, mais vous faites comment pour financer justement c'est que sur le don? Que les dons, ouais. Ah oui, d'accord. Ouais, que des dons et les parrainages, c'est la même chose, mais ouais. Mais c'est totalement transparent, il n'y a pas d'indiscrétion. Non, au contraire, nous on se tire pas de salaire et c'est uniquement tout est bénévole de toute façon, donc tous les dons vont directement aux animaux, que ce soit pour l'entretien des espaces, que ce soit pour la nourriture. I remember where I left my heart. Can't take the home. Il s'appelle Quick parce qu'il est très rapide malgré son handicap. Je sais pas si tu vas voir là, mais en gros l'intérieur qui est à gauche, la patte avant gauche et la patte arrière droite. C'est comme s'il marchait sur la pointe des pieds. Et du coup, ça c'est une malformation qui est sans doute due parce à la négligence, donc au fait qu'ils n'aient pas entretenu ces sabots assez. Il y a énormément d'animaux qui sont maltraités au final. Et il y a aussi la maltraitance par négligence, c'est-à-dire il n'y a pas forcément de coups, il n'y a pas forcément de violence physique, mais par contre il y a
la négligence des besoins, tu vois, comme pareil les pieds de Quick qui n'ont pas été faits, c'est un besoin essentiel pour les chevaux et donc c'est de la négligence. Donc effectivement, des animaux maltraités, on en récupère quand même pas mal. Ouais, c'est beaucoup. Enfin, bon, oui. Après, il y a maltraitance. Voilà, si on s'arrête à la maltraitance physique, c'est pas la grosse majorité, mais si on prend vraiment toute la maltraitance dans son ensemble, oui, la plupart des animaux, les 4/5 des animaux sont maltraités quand ils arrivent. D'une ponette là récemment, à cause de justement toute la négligence qu'elle a subie toutes ces années. En fait, on n'a pas pu rattraper tout ce qu'elle avait subi, quoi. Et encore une fois, les pieds qui n'étaient pas parés. Aucun besoin respecté, mais alors les pieds c'était une catastrophe et du coup ça a entraîné qu'on a dû euthanasier après des mois essayer de la sauver et ça a été hyper compliqué parce qu'on se dit toujours qu'on n'a pas fait assez alors que c'est les gens d'avant qui n'ont pas du tout fait ce qu'il fallait. Et puis pareil, c'est quelque chose qui nous a... Enfin, moi perso, de me dire que je comprends pas comment les gens peuvent autant avoir des chevaux et les laisser avec les pieds qui partent en babouche, etc. Enfin, c'est quand même la base. Qu'ils soient seuls dans des champs sans aucun congénère alors que c'est des animaux comme n'importe quel être vivant en fait qui doit pas être seul, quoi. Donc ouais, je pense qu'il y a un vrai boulot de sensibilisation aussi autour du cheval, quoi. Je faisais beaucoup famille d'accueil, tout ça pour plein d'assauts et on avait des animaux dans des états, les chiens et les chats, enfin avec des grosses pathologies, mais plus dans le sens où les gens ils les ont abandonnés parce qu'ils veulent pas mettre de frais et du coup c'est des plaies géantes sur tout le chien parce qu'il a une maladie qui lui bouffe ça fonctionne des parasites, quoi. Et ça va plus vite aussi avec la chaleur et tout, donc on voit des trucs peut-être plus trash physiquement, enfin à l'œil, quoi. Alors que ici en fait par exemple à la ponette qu'on a récupérée, si les gens ils nous avaient pas appelé, personne sait qu'il y a un poney. C'est au fin fond derrière, tu vois, c'est vraiment fou, quoi. Tu n'as aucune notion qu'il y a ce chien ou ce poney au fin fond là qui est maltraité ou qui est en train de mourir parce que c'est tellement aussi vaste et je sais pas. Mais ouais, il y a du boulot. It's where my soul